d'où vient l'idée de ce livre et pourquoi l'idée de ce titre un petit peu étonnant, hein, parce qu'effectivement, pour les personnes qui suivent votre site et vos actualités et vos interviews, le terme de rhapsodique, ça peut évoquer pas mal de choses, mais on va penser surtout au fameux titre du groupe de rock Queen, hein, Bohemian Rhapsody. Alors, il faudra que je revienne un peu sur l'étymologie de ce terme, mais pour me présenter très rapidement, je suis à la fois un dirigeant depuis 10 ans. Donc c'est une expérience qui n'est pas si longue, mais avec l'expérience de la fonction de direction et de la fonction de manager, euh, je me suis confronté à la réalité en fait de ce qu'est la relation humaine au travail et notamment donc la relation managériale. Et donc ce métier de dirigeant, je l'ai associé à une autre de mes passions qui est la philosophie. Derrière la philosophie, il y a aussi la littérature, il y a les langues, etc. Et ça m'a amené, en fait, la réunion des deux à écrire sur ce que c'est que l'expérience vécue du manager, du dirigeant aujourd'hui. Rhapsodie, parce que le mot de rhapsodie vient du grec raptein, et en grec, raptein, c'est l'activité de tissage, de couture ou de recoudre. Et il m'a semblé que, en fait, l'activité managériale, ben, ça pouvait être assimilé à une activité de couture, de tissage, de rapiessage. On est toujours en train finalement d'essayer de rassembler ce qui est épars, hein, c'est une formule qui est une formule qui parlera à vos auditeurs, et voilà, à résoudre des dilemmes éthiques, à débrouiller des situations compliquées, à essayer de ménager la chèvre et le chou. Voilà, donc pour ceux qui sont chefs d'entreprise, dirigeants ou vénérables, absolument, ce sont des choses qui vont parler tout de suite. Il faut être à la fois ferme et accompagné en douceur. Il faut imposer, mais il faut concerter. Enfin voilà. Quand on vous lit, on a le sentiment que le management est vraiment lié au questionnement. Est-ce que c'est parce que grâce au questionnement, on relie la rationalité et l'ouverture, ou y a-t-il d'autres raisons? Pour pas mal de dirigeants ou de chefs d'entreprise, le questionnement, ça peut faire un petit peu peur parce qu'on se dit, si j'entre dans le questionnement, je vais perdre du temps. Je vais être dans l'hésitation, je ne vais pas être dans l'action et dans la décision. Or, il me semble justement qu'aujourd'hui, parce que l'univers professionnel, parce que les attentes vis-à-vis du travail ont beaucoup évolué, parce qu'on n'attend plus la même chose aujourd'hui de son responsable ou de son cadre qu'autrefois, et il me semble qu'on attend des choses très ambivalentes, parfois très contradictoires. Eh bien, il me semble qu'aujourd'hui, c'est presque de nécessité professionnelle, j'allais dire, c'est presque un fondement éthique que d'avoir une réflexion sur sa pratique quand on est dirigeant. Donc effectivement, le questionnement, pour moi, c'est vraiment la définition même de l'éthique. À mes yeux, l'éthique, c'est pas tellement des grands principes qu'ensuite on essaierait d'appliquer ou de faire descendre sur le terrain. Ce serait plutôt avoir un questionnement permanent sur ce que l'on fait. Donc développer des liens entre réflexion et pratique. Euh, en tant que dirigeant, c'est vrai on agit des chiffres, hein, bien sûr, des tableaux de bord, mais aussi beaucoup, énormément avec des mots, avec des idées, avec des images. Et je crois qu'aujourd'hui, se priver d'une réflexion, pardon, sur la posture managériale, c'est un risque. Je crois que c'est tout sauf un luxe. C'est indispensable. Ça nous permet d'accueillir des dimensions les plus sensibles du métier. C'est ce qui permet de durer, c'est ce qui permet de se ressourcer et de trouver finalement la force pour agir au quotidien. Le management, il y a une part de politique dans le management. Alors, est-ce que cette politique de management, c'est plutôt lié à la relation ou plutôt à la subordination? Dans mon ouvrage où je suis parti dans plusieurs directions à la fois, donc j'en profite pour dire que c'est un petit bouquin qui se lit un peu, qui peut se lire dans tous les sens et pas forcément de la première à la dernière page finalement comme d'autres livres. On peut prendre n'importe quel chapitre. Et il y a un petit chapitre que j'ai intitulé effectivement le manager et puis la politique. Enfin, c'est un axe possible, un axe de lecture.
Il y en a d'autres, hein, la raison, le temps, etc. Le dirigeant, le patron, le chef de service, le cadre aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a en responsabilité une collectivité humaine et que la manière dont il va s'y prendre pour être en relation avec, les individus qui composent cette collectivité humaine et puis les groupes, c'est ça qui va déterminer la politique du dirigeant. Voilà, donc c'est pas tellement une politique au sens, j'allais dire, au sens politicien de droite ou gauche, hein, pas du tout, mais au sens de la police grecque. Comment je me comporte avec les autres dans cet espace commun que nous avons. Donc, quelle proximité, quelle distance, quel temps je donne à l'autre pour pouvoir terminer son idée ou sa parole, voilà, quel espace finalement je fais à autrui. Et ça, ce sont des questionnements qui sont fondamentalement ceux de l'éthique. On passe au concept de temps, parce que vous abordez ce concept, et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi notre époque ressent-elle une accélération du temps? Est-ce qu'il faut s'en soigner? Est-ce qu'il faut se soigner du flux tendu? Ce que je défends principalement, c'est l'idée qu'il faut sortir d'une conception du temps uniquement comme une sorte de quantité. On voit bien quand on ouvre son agenda aujourd'hui, quand le dirigeant ouvre son agenda, on voit les réunions qui s'affichent comme des blocs, alors les visios, les temps de réunion en présentiel, etc. Et des blocs qui se superposent les uns aux autres. Alors, si on a de la chance, on utilise un petit code couleur, et puis ça nous donne la physionomie de la semaine. Et finalement, quand on voit tout ça, on se dit, ben voilà, j'ai plus une minute, je suis même en sursis, quoi. Je suis toujours en train de courir après le temps. Il y a plusieurs autres manières de voir le temps, et c'est ça que je voudrais mettre en avant. Le temps, c'est une durée, hein. Bergson est très célèbre pour avoir insisté là-dessus. C'est pas une quantité et c'est pas un espace dans lequel on se promène. C'est une durée. Donc on vit et le temps, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, nous apporte quelque chose de fondamentalement nouveau. Donc on ne sait pas où on en sera finalement vendredi soir prochain quand on est le lundi matin. C'est pas vrai. Il y a de l'imprévu, il se crée toujours quelque chose de radicalement neuf. Deuxièmement, le temps, ce sont des cycles. Voilà, il y a des cycles. Alors évidemment, dans l'entreprise, on connaît le cycle comptable, le cycle de l'année civile, le cycle du mois, du mois courant pour la paye, pour un certain nombre de choses, les cycles de gestion de projet, etc. Mais fondamentalement, il y a des cycles, il y a quelque chose de cyclique dans le temps humain. Il suffit de penser aux saisons, il suffit de penser aux humeurs. Et c'est ça aussi qui fait le rythme de travail dont on parle beaucoup. Donc je crois qu'il y a quelque chose de plutôt rassérénant à pouvoir se dire, ben, je suis aussi dans des temps cycliques. Voilà, donc il me semble que c'est important d'essayer de diffracter la notion de temps, de voir que ben, non, il ne s'agit pas seulement d'une quantité, il ne s'agit certainement pas d'un espace, il s'agit d'une durée, il s'agit d'un cycle, et puis pour terminer, il s'agit d'occasions. Le kairos, hein, cher à Aristote et aux Grecs, ce sont des occasions à guetter, et ça demande beaucoup d'attention, une espèce de vigilance de chaque instant, une espèce d'ouverture qui fait que je suis attentif à ce qui vient et à ce que je n'ai pas forcément prévu. Voilà, les dirigeants sont par nature des personnes qui aiment, parce qu'ils en ont besoin, ils aiment anticiper, ils aiment planifier. Ben, en l'occurrence, la vie est faite d'occasions à saisir aussi. Est-ce qu'il y a une éthique du management ou plutôt une méthode pour penser le management? Je pense que les anciens, Platon, Aristote, Sénèque, parleraient de la conduite de l'âme, ce que les anciens appelaient la psychagogie. Nous, on connaît la psychologie, mais il y a la psychagogie, agogé en grec, c'est la conduite. En fait, c'est la conduite de soi. C'est Cicéron qui disait, bah, la médecine, c'est l'art de guérir, le pilotage, c'est l'art de conduire un navire, la prudence, c'est l'art de vivre ou l'art de se conduire. Je crois il faut revenir à ces fondamentaux-là. Et le management est un endroit idéal pour cela parce qu'on est en responsabilité de choses très humaines finalement. C'est un endroit idéal pour pratiquer une philosophie en prise directe avec la vie. Voilà, moi je milite pour réintroduire de la pensée, de la contemplation, ce que les anciens appelaient la théoria, en fait, qui est vraiment le dévoilement, la vision de ce qui est, et cette invitation à la sagesse pratique que notamment Aristote appelait la phronésis, en fait. Voilà, donc je milite pour réintroduire de la philosophie en management et pour faire du management ou de la fonction de direction un endroit particulièrement propice à être saisi par la philosophie et à partir duquel faire de la philosophie. Donc je crois quand on est aujourd'hui un dirigeant ou un manager,
En fait, on occupe une place qui est absolument idéale de ce point de vue, et je pense qu'il y a nécessité voilà, d'aller y réfléchir, d'aller y faire de la philosophie pratique, mais qui est aussi une philosophie qui se fait au contact des grands auteurs. Eh bien, Clément Bosquet, merci pour vos réponses. Bravo pour cet ouvrage qui, quelque part, paraît peut-être un peu loin des préoccupations de la spiritualité des francs-maçons de France et d'ailleurs, mais qui, d'une certaine manière, nous rappelle que nous sommes en relation permanente dans un atelier, qu'il y a des obligations d'éthique et de relations entre un vénérable et les officiers et les membres de l'atelier, et que quelque part, lorsque nous revisitons Platon ou Sénèque, nous avons sûrement beaucoup de choses à revisiter et pourquoi pas à apprendre. Merci Clément, à bientôt.